Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Hier, vous étiez en visite au commissariat d'Alençon, théâtre de violences urbaines dans la nuit de mardi. Gérald Darmanin vous accuse d'avoir gêné le travail des policiers, empêché même des opérations de police. Il dit que vous les avez insultés en estimant même qu'il n'a été procédé à aucune interpellation lors de ce type d'émeute. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que ces propos sont pathétiques. Et je pense qu'il démontre en réalité que M. Darmanin a perdu le contrôle sur les problématiques sécuritaires dans notre pays. Je suis allé faire ce que M. Darmanin aurait dû faire, c'est-à-dire apporter mon soutien aux policiers et aux pompiers qui ont fait l'objet d'un guet-apens, comme ils ont fait l'objet d'un guet-apens hier soir à Béziers, semble-t-il, et qui sont confrontés à un ensauvagement de plus en plus grave dans notre pays. Il n'est pourtant pas avare de déplacement. Je n'ai évidemment gêné personne. Je suis allé un quart d'heure discuter avec les policiers. Il y avait une escorte policière pour vous? Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est pathétique. Enfin, c'est presque triste de voir M. Darmanin à ce niveau-là du débat. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça manque de moyens de policiers dans notre pays pour régler les problèmes, et surtout on manque d'ordre politique. La responsabilité n'est pas celle des policiers dans ce qui ne se passe pas dans notre pays en matière de règlement de la sécurité. La responsabilité, c'est celle des politiques qui ne donnent pas des instructions, qui n'ont pas de vision de la politique à mettre en œuvre et qui mettent même les policiers et les gendarmes en danger. Parce qu'ils les envoient dans des zones qui ne sont pas sécurisées, pré-sécurisées, au risque évidemment d'un incident. Quand vous dites il n'y a pas eu d'interpellation dans ces émeutes, il n'y a pas d'interpellation. En réalité, il y a eu là des interpellations, c'est même ça qui a provoqué les violences urbaines. Non, pardon, le soir des émeutes, il n'y a pas eu d'interpellation. Il y a des émeutes, il y a 30 personnes qui lancent des cocktails Molotov, des tirs de mortier sur les policiers, sur les pompiers. Le soir même, il n'y a pas d'interpellation. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Peut-être que c'est une stratégie de la police. Non, c'est une stratégie des politiques. C'est une stratégie des politiques. Et toutes les dépêches AFP qui, le lendemain des émeutes, terminent par toujours la même phrase. Il n'a été procédé à aucune interpellation. Donc on n'arrête pas les gens qui commettent ce type de délit. On les arrête peut-être plus tard, au bout de 3 mois. C'est souvent la stratégie des policiers. Au bout de 4 mois. Attendre que ça se calme, éviter qu'il y ait d'autres affrontements et éviter d'autres blessés. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité. C'est pas la stratégie de la police. Ça n'est pas vrai. C'est la stratégie des politiques. La même stratégie qui fait qu'on demande aux policiers de ne pas faire de poursuites quand il y a des rodéos, de ne pas poursuivre des voitures dans lesquelles il y a des malfaiteurs. C'est cette même stratégie qui donne au monde criminel un sentiment total d'impunité dans notre pays. Ce sont les préfets, ce ne sont pas les politiques qui donnent des ordres aux policiers. Ah bon, mais les préfets, vous croyez qu'ils sont sous les ordres de qui, d'après vous? Ils sont évidemment sous les ordres des politiques, enfin. Vous avez aussi discuté avec un jeune qui était présent sur place, qui a tenté de justifier les violences urbaines en disant mais oui, mais voilà, il y a des problèmes dans le quartier, et on est chez nous. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce dialogue? J'ai tiré qu'il y a vraiment un problème de valeur. C'est-à-dire qu'en réalité, un certain nombre de ces jeunes, peut-être pas lui d'ailleurs, car son propos était plus mesuré que celui-là, mais ceux qui ont été interviewés, qui disent « on est chez nous », considèrent, et ils expliquaient d'ailleurs, la police n'a qu'à pas venir. Et si elle ne vient pas, il n'y aura pas d'émeute. C'est-à-dire que la police est considérée comme une bande rivale. C'est cela qu'on a laissé s'installer dans notre pays, dans ces zones de non-droit. Mais je rappelle une chose optimiste à ceux qui nous écoutent, car beaucoup de gens disent c'est trop tard, on n'y arrivera pas. Si, on y arrivera. On y arrivera, encore une fois, de manière extrêmement claire, en considérant que ces zones de non-droit, qu'on appelle des zones de reconquête républicaine, c'est presque drôle dans la formulation, mais c'est pas drôle dans les faits, c'est 2% du territoire. Les chefs de bande, de ces bandes-là qui créent des émeutes, c'est en tout et pour tout à peu près 5000 personnes. Par conséquent, on a la capacité, évidemment, de pouvoir mettre fin à ce qui est une situation unique en Europe. Soyez bien conscients qu'aucun autre pays en Europe ne subit ce que subit la France, c'est-à-dire quasiment une émeute tous les 2 jours dans notre pays. Et y compris dans des petites villes, c'est ça que je suis venue dénoncer à Alençon. Parce qu'il y a plusieurs années, je leur ai dit, c'est aujourd'hui dans les quartiers des grandes villes. Ça a commencé il y a 40 ans, les émeutes, il y a 40 ans aux Minguettes, quand même. Bon. Et puis ce seront les villes moyennes, et puis ce seront les petites villes. Et nous y sommes. Aujourd'hui, des villes de 25 000 habitants, de 15 000 habitants sont livrées à cette anarchie qui pourrit la vie des habitants.
Il y a un chiffre que vous avez évoqué. J'aimerais qu'on écoute ce que vous avez dit hier lors de ce déplacement devant le commissariat d'Alençon. Alors, dans ce chiffre, vous évoquiez le fait que 95% de la délinquance de rue est le fait de personnes immigrées ou issues de l'immigration. D'abord, d'où est-ce que vous tenez ce chiffre? De quelle statistique officielle? D'abord, je le tiens d'un criminologue très connu, qui est enseignant dans nos universités, Xavier Hofer, qui à plusieurs reprises a indiqué ce chiffre en disant qu'il y a plus de 90% de la délinquance de rue, les choses sont très claires, de la délinquance de rue, qui sont le fait d'immigrés ou de gens d'origine immigrée. Mais il n'a jamais, en par France ailleurs, ou en Île-de-France, parce que les chiffres qu'on a du ministre de l'Intérieur, c'est en France. Il n'a jamais été contesté. Mais je veux même vous dire mieux. Oui, je vais vous donner un chiffre. 60% de ce qu'on appelle les petits braquages de commerce, de proximité, etc., ont lieu à 2 kilomètres, dans un périmètre de 2 kilomètres de ces zones de reconquête républicaine. Pourquoi se voiler la face? Moi, la vraie question que je me pose, c'est pour régler un problème, il faut d'abord commencer par faire un constat lucide. C'est un constat lucide. Donc après avoir fait un constat lucide, on met en place les mesures pour régler cette situation. Si on commence à contester ce constat qui est évident, parler à n'importe quel policier, n'importe quel gendarme, il vous dira exactement la même chose que cela. Le problème, c'est comment vous avez accès à des statistiques ethniques qui sont logiquement interdites dans notre pays pour l'instant. Vous voulez les rétablir? Vous êtes favorable aux statistiques ethniques? Non, mais c'est pas, non, je suis pas pour les statistiques ethniques, et ce ne sont pas des statistiques ethniques, même. Le fait d'être immigré n'est pas une statistique ethnique. Et comment vous faites la différence entre immigrés et issus d'immigration? Toutes les études, démontrent qu'il y a des gens qui sont immigrés et des gens qui sont issus de l'immigration, c'est-à-dire qui sont devenus, par exemple, nationaux du simple fait d'être nés sur le territoire national, ou qui ont été naturalisés, dont les parents étaient étrangers, ont eux-mêmes été naturalisés. Tout ça, ce ne sont pas des statistiques ethniques, et ça existe d'ores et déjà. Et donc c'est juste sur le nom que vous en déduisez que 95%... Je viens de vous dire exactement l'inverse. Je viens de vous dire exactement l'inverse. Il y a des statistiques aujourd'hui dans notre pays sur l'immigration, sur les gens d'origine immigrée. Tout ceci est parfaitement légal au moment où nous nous parlons. Mais encore une fois, c'est quoi le sujet de cette conversation? C'est de contester cette réalité? Le sujet que c'est les chiffres. Le ministère de l'Intérieur nous dit que 80% des personnes mises en cause pour homicide en 2020 sont françaises. 18% sont immigrés. 79% des vols avec armes, ce sont des Français. Les homicides, ça n'est pas de la délinquance de rue, madame. J'ai bien dit la délinquance de rue. Voilà, c'est très clair, mon propos est très clair. Les vols à l'arraché. Mon propos est extrêmement clair et tout le monde le comprend et tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce que je dis est vrai. Alors, je veux bien qu'on continue. Moi, je pensais que le constat était maintenant acquis. Mais je vois que le constat n'est pas encore acquis. Alors, il va falloir continuer à travailler sur ce constat. Moi, j'aimerais bien en arriver aux solutions. Parce que, voyez-vous, depuis 40 ans, la situation n'a fait que s'aggraver. D'abord, en tenant compte de ce constat, il faut évidemment réguler drastiquement l'immigration. Déjà, c'est la première des choses à faire. Et puis, il faut partir à la reconquête de ces zones de non-droit, c'est-à-dire des zones où s'exprime un autre droit que le droit français, pour pouvoir contraindre les habitants à ce que j'appelle les normes communes de la paix civile. Voilà. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et on en arrive à une situation où des jeunes, comme celui avec lequel j'ai discuté, viennent vous dire « Mais vous comprenez, il y a des bavures policières. Donc, on brûle tout parce qu'il y a ils brûlent tout parce qu'il y a des bavures policières. » Mais ce propos est inaudible, insupportable, inadmissible. Nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers sont aujourd'hui de véritables gibiers pour les malfaiteurs. Et on ne prend pas la mesure de cela. On ne change pas le droit pour qu'il en soit autrement. Il faut le faire. Mais pour ce faire, madame, il faut que l'ensemble de la chaîne pénale soit cohérente. C'est-à-dire qu'il faut des juges. Aujourd'hui... Plus de juges? Nous avons 9000 juges aujourd'hui. D'accord? Nous avons 67 millions d'habitants. Vous en proposez 1000 de plus? Non, mais je pense qu'il en faut en fait beaucoup plus, je vais vous dire, compte tenu de la situation. Vous avez changé de chiffre. Puisqu'il y avait 7000 juges en 1900, quand la population française était de 38 millions d'habitants. Nous sommes très en dessous de la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est 21 juges. Pour 100 000 habitants, nous sommes à 10 juges pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est 24 juges pour 100 000 habitants. Alors que nous sommes le pays le plus criminogène, je suis désolée d'être obligée de le rappeler, en Europe. Nous sommes le pays quasiment, peut-être l'Albanie est pire que nous, mais c'est même pas sûr, un des pays les plus criminogènes. Donc il faut agir
quoi qu'il en coûte, si je peux me permettre de reprendre La dernière l'expression fois que vous êtes gouvernementale. venu ici, vous m'avez dit il faut 1000 magistrats de plus. Oui. Donc maintenant, vous en voulez plus? Combien? 2000, 3000, 10 000? Oui, parce que je vais vous dire une chose, je pense qu'il faut récupérer la moyenne européenne. Et je pense qu'il faut rétablir les juges d'instance en matière civile et les tribunaux de police en matière pénale. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut revenir à la justice de proximité. Comme il faut revenir à la proximité dans tous les domaines. Il faut revenir à la proximité dans l'économie, il faut revenir à la proximité dans le travail policier, et notamment par le renseignement. On voit bien qu'il y a un problème de renseignement de terrain pour pouvoir démanteler les réseaux de trafiquants, et pas seulement arrêter le délinquant de rue qui est en train de vendre, qui sera remplacé dans les 10 minutes par un deuxième. Je veux dire. Donc il faut revenir à la proximité de manière générale dans notre pays. C'est ça, à mon avis, l'efficacité. Vous avez aussi parlé de sanctionner les parents des mineurs délinquants par le biais d'un article 227-17 du Code pénal qui prévoit 2 ans de prison, 30 000 € d'amende en cas d'attitude irresponsable des parents. Il est assez peu utilisé, voire très peu utilisé aujourd'hui en France par les juges. Il n'est même pas utilisé du tout. Très rarement. Or, moi, je considère qu'il y a une défaillance majeure de la part d'un certain nombre de parents. Quand on voit des mineurs de 14 ans, de 15 ans, à 1h30 du matin, en train de tirer au mortier sur des policiers ou sur des pompiers, ou jeter des cocktails Molotov, je me pose et je vais poser et je vais exiger que les parents en répondent, parce qu'ils ont une responsabilité. Et à l'évidence, il y a là un manquement à leur obligation éducative. Donc il faut aller chercher, comme d'ailleurs dans le domaine des allocations familiales qu'il faut supprimer quand il y a un manquement des parents, il faut que les parents assument leurs responsabilités dans le domaine de la délinquance de leurs enfants. Dans nombre de cas, ce sont des familles monoparentales avec des femmes seules qui élèvent des enfants. C'est elles que vous voulez pénaliser, vous qui vous dites la candidate des femmes? Eh bien, d'abord, ça n'est pas exactement tout le temps des familles monoparentales, premièrement. Et deuxièmement, si elles sont dans la difficulté, eh bien, il y a des services sociaux dans notre pays qui sont extrêmement développés et auprès desquels elles peuvent venir chercher de l'aide. Mais je suis désolée de vous dire qu'il y a des millions de familles monoparentales dans notre pays et qu'il y a des millions de femmes qui élèvent leurs enfants et dont les enfants ne vont pas tirer au mortier sur les policiers à 1h30 du matin. Voilà. Quelle est la solution en fait que vous proposez pour désenclaver ces quartiers? Vous faites le constat que les policiers ont du mal à y entrer, du mal à y rester, qu'il y règne une insécurité. Qu'est-ce que vous faites en fait pour les aider à sortir de ce cycle de la violence? Il faut s'y installer. Il faut que les policiers s'y installent. Il faut qu'ils y rentrent. Il faut aller chercher les armes qui sont dans ces banlieues. Ils font ça tous les jours, les policiers. Oui, ils essayent de faire ça tous les jours, mais on y va et on recule parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a une mise en danger des policiers et des intervenants dans ces quartiers. Donc on fait un peu comme des raids dans ces quartiers. Il faut reprendre le contrôle, s'y installer. Il faut mettre hors d'état de nuire les chefs de bande. Il faut les interdire de séjour à la sortie de prison de ces villes. Vous n'avez plus le droit pendant 10 ans de mettre les pieds dans cette ville-là. Et croyez-moi, tout ceci va profondément désorganiser ce milieu malfaisant, mafieux, et on pourra à ce moment-là reprendre le contrôle. Mais il faut aussi que les juges... Il faut que les juges soient là. Déjà, les éloignements, les mesures d'éloignement, elles sont prononcées tous les jours. Madame, mais arrêter de laisser penser aux Français qu'on ne peut rien faire. Non, mais arrêtez de dire que la justice est laxiste. Mais pardon, mais ça me fait penser à New York. Vous vous souvenez ? À New York, c'était un véritable coupe-gorge. Giuliani a été maire de New York. Il a réglé en l'espace de 6 mois 60% de la délinquance. Quand on veut, on peut. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il avoir le courage d'agir contre ces malfaisants. Pour l'instant, je suis désolée, mais la politique du gouvernement, c'est la politique du faire semblant. Et c'est pas moi qui le dis. Ce sont les policiers eux-mêmes qui le disent. Pourquoi croyez-vous qu'une majorité de policiers votent pour Marine Le Pen? Parce qu'ils sont en désaccord avec les ordres qui leur sont donnés, parce qu'ils voient bien que ce qu'on leur demande de faire est en même temps dangereux pour eux, qu'ils ne sont pas soutenus dans ces démarches et qu'en plus, ils ont l'impression d'être Sisyphe qui montre le rocher en haut de la montagne et qui ne cesse de redescendre. Comprenez? Donc là aussi, réarmer moralement les policiers, réarmer matériellement les policiers, c'est quelque chose d'essentiel. Est fait en partie par ce gouvernement. Pour vous, la solution, elle est uniquement répressive? Elle est uniquement répressive, la solution? Je ne crois pas. Pardon.
non. Excusez-moi de le dire. Amélioration du matériel, rénovation de certains commissariats, mais pas suffisant. D'accord, mais pas de débriefing après les opérations difficiles. On leur demande encore d'aller déposer des plaintes eux-mêmes sans que leur anonymat soit préservé pendant leur jour de congé. Ils n'ont pas de logement spécifique qui permettent de les sécuriser eux et de sécuriser leur famille contre les représailles qui sont exprimées contre eux. Enfin, non, moi quand j'ai entendu le témoignage de la BAC de nuit qui est intervenue au Bataclan, j'ai pas eu le sentiment que les policiers étaient réarmés moralement, voyez-vous. J'ai plutôt eu le sentiment que, d'après leur témoignage au procès, que voilà, on avait exigé d'eux de ne pas intervenir et qu'ils n'ont pas été invités postérieurement à l'hommage. Enfin, tout ça est à revoir. Tous ces procès ont été revus depuis les attentats du Bataclan. Tout ça est à revoir. Il faut encore une fois les soutenir. Ça n'a rien à voir avec la situation Il faut mettre en place la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La présomption de légitime défense. Protégerait de toute poursuite éventuelle ? Non, la présomption, pas irréfragable, la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que les policiers sont présumés avoir agi en situation de légitime défense. C'est aux malfaiteurs de démontrer que ça n'était pas le cas. Ça change tout, parce que c'est l'expression de la confiance que la société doit avoir à l'égard de ceux qui assurent leur sécurité. Un tout petit mot, la prison, pour vous, c'est la seule solution ? Il faut enfermer. Non, c'est pas la seule, mais c'est une très bonne solution. Surpopulation carcérale aujourd'hui, oui, mais 70 000 détenus pour 60 000 places. Mais vous vous rendez compte de l'échec et des erreurs des gouvernements successifs. En effet, vous avez raison. De la même manière que pour les juges. On a laissé 40 000 places de prison alors que la population n'a cessé d'augmenter et surtout que la criminalité n'a cessé d'augmenter. Donc il faut massivement créer des places de prison, mais il faut aussi revenir sur la culture du laxisme. La culture du laxisme, c'est celle qui consiste à considérer que la prison est une mauvaise solution et donc essayer d'y échapper par tous les moyens possibles. Et c'est toutes les peines alternatives. Aujourd'hui, si vous avez moins de 6 mois de prison ferme, vous ne faites jamais de prison. Je crois que c'est une erreur. Je pense que les peines courtes, même si c'est 15 jours, un mois et demi, eh bien, c'est efficace parce que ça rompt avec le sentiment d'impunité. Dans des structures adaptées alors ? Ou dans les prisons normales ? Non, dans des structures adaptées. D'ailleurs, ça coûtera moins cher et ce sera plus rapide à mettre en place. Parce que vous savez, on a beaucoup de patrimoine d'État qu'on est en train de vendre à l'encan. On a des anciens hôpitaux, on a des anciennes casernes. Voilà des bâtiments qu'on pourrait très facilement transformer en centre de détention. En combien de temps ? Allégé. En 6 mois, vous pouvez... En 6 mois, on ne peut pas faire ça en 6 mois. Mais on peut commencer, si vous voulez, rapidement. Les chantiers, on peut les mettre en œuvre. Et ça peut être relativement rapide pour pouvoir avoir des places pour des peines qui soient des peines plus légères, qui nécessitent donc évidemment moins de sécurisation que celles des prisons classiques. Et puis pour les mineurs notamment. Et puis il y a un autre moyen aussi, pour libérer de la place, c'est de renvoyer chez eux, à la sortie de leur prison, les délinquants étrangers et criminels étrangers. Une fois qu'ils ont purgé leur peine. Oui, une fois qu'ils ont purgé leur peine. Il y a toujours la possibilité, je l'avais dit il y a plusieurs années, j'ai dit, on peut toujours essayer de passer, c'est pas sûr qu'on y arrive, des accords avec les pays dont ils sont originaires, pour qu'ils fassent leur peine dans leur pays d'origine, quitte d'ailleurs à ce qu'on contribue à cette incarcération. Mais en l'occurrence, c'est souvent des récidivistes. Donc en réalité, quand ils ressortent, ils recommencent et ils reviennent en prison. Tout ça, ce sont des places de prison qui pourraient être libérées parce qu'on en a besoin. Mais si on les libère après avoir purgé leur peine, on ne libère pas de places de prison. Ah mais on les libère pas. Mais si, parce qu'on les renvoie chez eux. On les renvoie chez eux après qu'ils aient purgé leur peine. Mais donc ils ne récidivent pas. Ils ne récidivent pas sur le territoire national. Vous êtes sûr qu'ils ne reviennent pas ? Ah non, je ferai en sorte qu'ils ne reviennent pas, parce que c'est ça aussi une politique d'immigration ferme, c'est évidemment faire en sorte que notre pays ne soit pas un hall de gare où on ne maîtrise pas qui est présent sur le territoire et qui s'y maintient. Parmi les thèmes que vous évoquez, l'immigration, la justice laxiste, il y a quelqu'un qui a préempté aussi ces thèmes, c'est Éric Zemmour. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été dépossédé des thèmes que vous portez depuis des années ? Non, pas du tout. C'est au mieux une validation, en réalité, du constat que nous avons fait depuis des années. Nous l'avons fait pendant longtemps seuls. Nous étions seuls. Voilà, seuls et même contre tous. Aujourd'hui, c'est quasiment unanime. Tout le monde dit qu'il y a un problème d'immigration dans notre pays. Bon, tant mieux, c'est bien. Ne recréons pas, encore une fois, de la division, là où maintenant, nous avons réussi, nous, je le dis clairement, nous, à créer une unanimité sur ce sujet, parce qu'encore une fois, l'urgence, c'est de régler le problème. Éric Zemmour s'est livré une attaque frontale contre vous. Il vous traite de femme de gauche. On va écouter ce qu'il dit, puis vous allez lui répondre. On va l'écouter. Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes,
Je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez, j'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat. Madame Le Pen, est-ce que vous êtes de gauche? Est-ce que vous êtes en décalage avec votre électorat? D'abord, j'aime pas beaucoup son mépris. Je vous le dis parce qu'il me rappelle celui d'Emmanuel Macron. On a eu 5 ans de ce mépris-là. Je pense que Éric Zemmour a tort d'utiliser cette tonalité. Deuxièmement, je crois que ce propos n'a pas de sens. Quand on est patriote, on n'est pas de droite ou de gauche. Le général de Gaulle, lui, disait jamais « je suis de droite ». Jamais. Voilà. Il n'y a pas un peuple de droite ou un peuple de gauche. Il y a un peuple de France. Et on ne peut pas, sauf à être totalement contradictoire, considérer que la France est en danger de mort, comme le dit Éric Zemmour, et n'en appeler qu'aux gens de droite. Ça n'a absolument pas de sens. Si la France est en danger de mort, c'est l'ensemble du peuple de France qui doit se lever pour pouvoir sauver le pays. Dans les tranchées, je suis désolé, il y avait le curé et l'instituteur. Hein. Il n'y avait pas des gens de droite ou des gens de gauche. Donc je pense qu'il commet une erreur profonde d'analyse. Donc c'est pour ça que vous tendez la main à la gauche? Je tends la main à tout le monde. Encore une fois, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis de France. Je l'ai dit et je le redis. Et j'ai besoin de tous les Français pour pouvoir mettre en œuvre une politique qui sera faite à leur bénéfice. Car moi, mon objectif, c'est de servir la France et les Français. Ça n'est pas de me servir, mais de les servir. Est-ce que l'objectif d'Éric Zemmour, c'est de vous tuer, de prendre votre place? En tout cas, il crée une interrogation, car il ne cesse de m'attaquer avec une grande dureté que mon parcours ne justifie pas. Car, encore une fois, je n'ai aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays. Je n'ai jamais été au pouvoir. Je n'ai même jamais voté pour des gens, contrairement à Éric Zemmour qui a voté Mitterrand, je n'ai jamais voté pour des gens qui ont contribué à l'affaissement du pays. Je n'ai fait que me battre avec mes convictions, et je crois avec courage, et avec des millions de Français qui, eux aussi, se sont battus, des centaines de milliers de militants qui, pendant des années, croyez-moi, ont mené un combat qui n'était pas facile. Qu'est-ce qui justifie cette hargne de la part d'Éric Zemmour? Je ne comprends pas, d'autant que parallèlement, il y a une forme de bienveillance à l'égard d'Emmanuel Macron. Je veux dire, il ne formule aucune attaque aussi virulente à l'égard d'Emmanuel Macron, qui pourtant, objectivement, a une part de responsabilité lourde dans la situation du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réconciliation avec Éric Zemmour est impossible pour vous? Mais non, mais la France justifie tout, y compris d'oublier les outrages. Donc, j'ai pas de difficulté là-dessus. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, encore une fois, pour que la France et les Français puissent se choisir un autre destin que celui qui leur est indiqué par les différents gouvernements qui se sont succédés et qui les rend malheureux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Français sont malheureux. Ils sont malheureux sur le plan économique, ils sont malheureux sur le plan social, ils n'ont plus les services publics auxquels ils attendent, ils vivent dans une insécurité qui est quasi permanente, ils ne se retrouvent plus dans leur pays, ils voient leurs codes, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs traditions être bousculées par un véritable basculement démographique. Donc c'est à tout ça que je veux apporter une réponse. Et croyez-moi, je le ferai avec tout le monde. Je ne serai pas regardante et en tout cas, je ne me déterminerai pas en fonction de ceux qui ont dit ou n'ont pas dit des choses agréables à mon égard. Ça n'a, moi, je n'ai aucune importance dans ce combat-là. Voilà. Moi, ce qu'on m'a fait n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que j'ai le courage, moi, de mettre en œuvre cette politique. Et vous irez je le jusqu'au bout? ferai. Et personne ne peut douter, Madame Ferrari, personne, que je ne réglerai pas le problème de l'immigration en France. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? Ne Oui, serait-ce que pour des raisons techniques, financières? Non, mais j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des millions de Français qui espèrent en ma candidature, et donc il n'est pas question que j'abandonne qui que ce soit sur le bord du chemin, mais surtout, j'abandonnerai pas parce que je serai au second tour, Madame Ferrari, voyez-vous. Et donc, dans la Ve République, j'allais dire, la barre, c'est la barre du premier tour. Il en restera 2, et je suis convaincu de faire partie de ces 2. Vous êtes sûr qu'Éric Zemmour n'est pas capable d'accéder au second tour? Je pense qu'il n'est pas capable d'accéder au second tour. Je ne le crois pas. Je le pense par conviction et par expérience. Parce qu'il est extrêmement diviseur. Si vous voulez, il donne l'image de quelqu'un qui n'a pas envie d'être le président de tous les Français. Il divise, il utilise des propos qui sont des propos avec une certaine brutalité.
Or, il faut rassembler. Il a même dit lui-même, je ne veux pas rassembler. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut gagner sans rassembler. Vous le jugez quoi? Négationniste? Certains disent même antisémite? Non, mais moi, je n'utiliserai pas toutes ces... Pas l'anathème contre lui. Tous ces anathèmes, ce n'est pas du tout le style de la maison. Mais en revanche, j'exprimerai, parce que c'est nécessaire en démocratie, les divergences que j'ai avec lui. J'ai des divergences profondes avec lui. J'ai des divergences de méthode. Et j'ai des divergences de fond. Les divergences de fond, évidemment, c'est notamment les divergences que j'ai avec lui sur l'économie et sur le social. Je veux dire, c'est un candidat qui porte une vision ultralibérale ou néolibérale, je ne sais pas comment on appelle ça, et je suis tout à fait en désaccord avec lui. Moi, je pense que les Français ont le droit à avoir un système de santé performant. Je crois qu'il faut sauver le système de protection sociale. Je crois qu'ils ont le droit d'avoir une retraite après avoir travaillé 40 ans et cotisé 40 ans. Donc nous avons effectivement des divergences importantes sur ces sujets-là. Ce qui lui fait dire que vous êtes de gauche, c'est sans doute sur ce programme économique et social. Vous avez aussi des divergences sur la question des femmes. Vous dites qu'il y a une forme de mépris pour les femmes. Est-ce que, encore une fois, vous, dans vos actions de tous les jours, dans votre parti, les femmes ont les places qu'elles méritent? J'ai regardé un peu sur votre site internet, dans les instances du Rassemblement national. Bureau exécutif, 3 femmes, 11 hommes. Bureau national, 12 femmes, 32 hommes. Commission nationale des investitures, 2 femmes, 16 hommes. La place des femmes chez vous, elle n'est pas si importante que ça. Non, je crois qu'on est le parti politique qui avons le plus de femmes, en l'occurrence. Et je vous signale d'ailleurs qu'avec les Verts, nous sommes le seul parti politique à n'avoir jamais été condamné pour ne pas avoir respecté la loi sur la parité aux élections législatives. Mais nous faisons la place au mérite, pas au sexe. Voilà, c'est la Vous êtes place, contre les quotas? C'est la place au mérite. Ah oui, je suis contre les quotas, bien sûr. Je suis contre les quotas de tout. Je trouve que le quota est quelque chose enfin, moi, comme femme, le quota, ça ne me va pas. Mais en revanche, ce que je dis aux femmes, c'est que souvent elles se sous-estiment. Et ce que j'essaye de faire dans mon propre mouvement, et beaucoup de femmes peuvent en témoigner, c'est de leur dire, vous avez parfaitement les compétences et les capacités. Allez-y. Car dans la société française, souvent, les femmes ont tendance à se sous-estimer. Je n'irai pas jusqu'à dire que parfois certains hommes ont tendance à se surestimer, mais les femmes ont tendance à se sous-estimer. Donc je veux qu'elles prennent toute leur place, parce que je pense qu'il faut défendre le droit des femmes pour demain. C'est pas tant aujourd'hui, mais demain qui m'inquiète pour le droit des femmes. Leur liberté de circulation demain dans les rues de France, leur liberté de s'habiller comme elles veulent, la pression faite par les grands groupes commerciaux sur une forme, comment dire, d'imposition d'une règle de la pudeur. Vous avez vu ces grandes marques qui font des collections avec des hijabs, ou des voiles, et qui disent collection pudeur. Mais ça veut dire quoi? Que les femmes françaises sont impudiques? Ça veut dire que quand on montre une épaule, un décolleté, quand on est un short, on est impudique. Vous voyez, c'est sournois, mais c'est ça, à mon avis, un élément essentiel. Et puis leurs droits de manière générale. Le droit de trouver un gynécologue. Parce que dans 13 départements français aujourd'hui, il n'y a pas de gynécologue. Voilà, tous ces droits-là sont des droits, à mon avis, pour lesquels il faut se battre. Mais j'en appelle aussi aux femmes. Venez avec moi mener ce combat-là. Parce qu'il est un combat essentiel. Il est un combat pour vous-même, mais il est aussi un combat pour vos filles. Un mot de la Hongrie. Vous avez été reçu quasi comme un chef d'État par Viktor Orban cette semaine. C'est une façon pour lui de signifier son soutien au camp souverainiste européen auquel vous appartenez. Il a aussi reçu Éric Zemmour, pas du tout de la même façon, évidemment, il y a quelques semaines. J'ai rencontré en l'espace de quelques jours le Premier ministre polonais, le Premier ministre slovène, qui est président en exercice du Conseil, et le Premier ministre hongrois. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est en train de se dérouler quelque chose aujourd'hui en Europe. C'est 2 visions en réalité de l'Europe qui s'affrontent. C'est une vision fédéraliste, presque totalitaire, qui est posée par l'Union européenne, qui veut décider à la place des nations, jusqu'à peut-être les soumettre, voire à les faire disparaître. Et puis, il y a la défense des nations souveraines, des nations libres, qui sont l'expression de la volonté populaire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, aujourd'hui, de mouvements politiques souverainistes, patriotes, sont en train de poser des bases communes pour mener la résistance face à Hongrie, l'Union européenne. Pologne, et donc éventuellement... Oui, nous avons signé une charte de 18 mouvements politiques au mois de juillet, avec
avec effectivement Vox, le parti espagnol, avec la Ligue, mais aussi Fratelli Italia, les deux partis italiens, avec le PIS, avec le Fidesz et avec beaucoup d'autres, parce que, encore une fois, nous avons compris que c'est maintenant plus que jamais que ce combat pour les peuples, pour la liberté des peuples et pour la liberté des nations doit se mener. Est-ce que ça ne voudra pas dire à un moment de sortir de l'Union européenne pour tous ces pays qui refusent le droit supra-européen? Non, ça veut dire justement mener ce combat pour que l'Union européenne cède devant les nations et mettre en place une alliance européenne des nations, parce que c'est ça notre objectif, une alliance européenne des nations, où les nations ne sont pas contraintes, elles ne sont pas victimes de chantage, on ne fait pas sur des pressions, comme le fait la Commission aujourd'hui, dont vous avez entendu qu'elle veut condamner la Pologne à 1 million d'amende par jour. J'ai même dit que si j'étais présidente de la République, je paierais l'amende à la place de la Pologne et je la déduirais de notre contribution nette à l'Union européenne, qui est, je vous le rappelle, de 9 milliards d'euros par an. Mais tous ces pays ont signé des traités. Tous ces pays ont adhéré à l'idée de l'Union européenne. Mais jamais dans les traités, il n'a été question de soumettre la souveraineté des nations. Jamais. Ça, c'est la jurisprudence de l'Union européenne. C'est la Commission qui, au fur et à mesure du temps, par l'intermédiaire de son droit dérivé, est en train de prendre des positions qui ne sont pas celles des traités. Quant aux traités, permettez-moi de vous rappeler que concernant le traité constitutionnel, les Français l'ont rejeté en 2005, majoritairement par référendum. Par conséquent, c'est quand même un peu fort de café que la Commission nous parle de ce traité. Vous reposeriez la question aux Français, si vous êtes élu, Nous verrons. de l'adhésion à l'Union? Nous verrons. Mais je crois que les Français souhaitent qu'on reste dans une union. Mais ils ne veulent pas de celle-là. Ils considèrent que celle-là s'attribue encore une fois des pouvoirs et a une politique nocive. Enfin, pardon, mais en matière d'immigration, la politique menée par la Commission est nocive. En matière sanitaire, pendant la crise, ça a été une véritable catastrophe. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient rechercher le pouvoir des nations. Eh bien, ce pouvoir-là, il doit être de plus en plus important parce que c'est celui-là qui préserve la sécurité, l'identité, la prospérité des peuples. Un mot du Brexit, bras de fer en ce moment entre Londres et Paris. Londres convoque l'ambassadeur de France à propos des quotas de pêche. Ils ne sont pas respectés par les Britanniques. Vous pensez que la France va tenir les sanctions qu'elle promet pour la semaine prochaine? Interdiction de ses ports en grande partie aux navires anglais, systématisation des contrôles des poids lourds? Est-ce qu'on peut revenir à l'origine quand même de ce problème? L'origine du problème, c'est qu'en réalité, on a sacrifié en quelque sorte la pêche à la guerre inouïe que la Commission a menée à l'égard de la Grande-Bretagne, qui avait décidé de sortir de l'Union européenne. La Commission a dit on va leur faire payer. Merci M. Barnier, qui par ailleurs était le négociateur du Brexit. On va leur faire payer d'avoir voulu quitter l'Union européenne. Et du coup, tout ça a créé une hostilité entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, dont nous sommes, nous, la France, aujourd'hui, la victime. Donc, c'est de la faute de ces gens qui, au passage, se sont dit, mais la pêche française, on s'en moque, nous. C'est ça le problème aussi de cette Union européenne un peu obèse et technocratique. Ils disent, mais en quoi les quotas de pêche, ça intéresse l'Allemagne? Ben non, ça n'intéresse pas l'Allemagne. Le gouvernement Macron les défend, les pêcheurs. Donc, voyez, leçon. Quand une nation ne défend pas ses intérêts, personne d'autre ne va les défendre pour elle. Si ça peut servir de leçon, ce sujet sur lequel il ne faut pas, à mon avis, céder face aux Britanniques. Il faut défendre les pêcheurs à tout prix, mais que ça serve de leçon. C'est la nation qui protège, c'est l'Union européenne qui affaiblit. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, non, c'est maintenant, c'est l'heure des pros avec Pascal Praud. Bonne journée sur notre antenne.